21 habitudes qui ont mené mon auto à 1,00 km et elle continue vivante. Est-ce que tu crois qu'1 million de kilomètres est une sentence de mort pour n'importe quel moteur? Mon Honda Civic 2004 vient juste de traverser cette marque et le visage des mécaniciens en ouvrant le capot est un poème. Simplement, ils ne peuvent pas le croire. Le secret ne fut pas d'avoir de la chance à l'agence ni d'acheter le modèle le plus cher. Le secret sont 21 habitudes avancées que les concessionnaires préféreraient que jamais tu ne saches. Pendant que le reste du monde se vide de son sang en payant des traites éternelles et en subissant la dépréciation brutale d'une voiture neuve chaque 5 ans, moi j'ai conduit la même relique par 2 décennies. Le résultat? Plus de 100 000 $ économisés et un moteur qui sonne mieux que beaucoup de modèles 2024 qui vivent à l'atelier. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les piliers de l'immortalité mécanique. Mais très attention, parce que l'habitude numéro 1 va totalement à l'encontre de ce que l'on t'a raconté sur l'entretien et est, ironiquement, celle qui donne le plus de vie à ton moteur. Es-tu prêt pour arrêter d'être le guichet automatique des agences? Nous commençons maintenant même. Habitude numéro 21. Laissez le moteur au ralenti. Seulement 10 secondes avant de conduire, rien de plus. Durant des décennies, ils nous ont dit qu'il fallait chauffer le moteur plusieurs minutes avant de le bouger, spécialement en hiver. Nos pères le faisaient, nos grands-pères le faisaient, et naturellement nous avons assumé que c'était la forme correcte. Mais cette pratique vient de l'ère des carburateurs et des moteurs qui réellement nécessitaient du temps pour se stabiliser. Les moteurs modernes avec injection électronique sont conçus pour une conduite presque immédiate, et les maintenir au ralenti prolongément est en réalité une des pires choses que tu puisses leur faire. Quand le moteur est au ralenti à froid, l'essence ne brûle pas complètement. Cette essence sans brûler lave les parois des cylindres, entraînant la pellicule d'huile qui devrait les protéger. De plus, le moteur se chauffe beaucoup plus lentement au ralenti que quand il est sous une charge légère de conduite. Être là arrêté en gaspillant du combustible pendant que se forment des dépôts de carbone n'est pas en train de protéger quoi que ce soit, cela cause un dommage graduel. La technique correcte que j'ai apprise d'un ingénieur de moteur est simple et précise. Tu démarres le moteur, tu comptes jusqu'à 10 pendant que tu vérifies que tous les systèmes soient en train de fonctionner, que les lumières du tableau s'éteignent correctement, qu'il n'y ait pas de bruits étranges. Ces 10 secondes sont suffisantes pour que l'huile commence à circuler et arrive aux composants critiques. Ensuite, tu conduis, mais ici est la clé, tu conduis doucement. Rien de coup d'accélérateur, rien de révolution haute, seulement un mouvement gentil durant les premiers kilomètres. Le moteur se chauffe beaucoup plus vite et uniformément sous charge légère que assis au neutre. Les bénéfices sont immédiats et mesurables. Habitude numéro 20. Conduire doucement durant les premiers 5 km après avoir démarré sans exception. Cette habitude est directement connectée avec l'antérieur et est autant critique pour atteindre des kilométrages astronomiques. Un moteur froid est exactement comme un athlète qui vient de se lever du lit. Les muscles sont tendus, les articulations rigides, tout le corps nécessite un échauffement graduel avant de pouvoir rendre au maximum. Lui demander à cet athlète de courir un marathon sans étirer est une garantie de lésion. Le même arrive avec ton moteur. Quand le moteur est froid, les pièces métalliques sont contractées. Les pistons, les cylindres, les anneaux, tout est dans ses dimensions les plus petites dues à la température basse. Les tolérances entre composants sont plus serrées que d'ordinaire. Les fluides, l'huile et le liquide de transmission sont épais comme du miel froid. Ils coulent, mais pas avec la facilité qu'ils auront une fois chauds. Les joints et seaux sont rigides. Dans cet état, un coup d'accélérateur brusque est comme demander à quelqu'un qu'il fasse du yoga avancé sans avoir étiré d'abord. Quelque chose va subir un dommage. Ma technique personnelle durant ces premiers 5 km est tellement stricte que mes passagers parfois commentent sur le fait que je conduis prudemment. J'imagine que j'ai une tasse de café pleine jusqu'au bord dans le porte-gobelet. Chaque accélération, chaque freinage, chaque virage doit être tellement doux que ni une goutte ne se répande. Je maintiens les révolutions en dessous de 2500. Les changements de vitesse dans la transmission automatique arrivent tôt et doucement. Habitude numéro 19. Changer l'huile. Chaque 5000 km sans exception ni excuse. Ici est où je vais contredire directement ton manuel du propriétaire et j'ai 20 ans d'évidence pour soutenir pourquoi. Le manuel de mon auto dit que je peux changer l'huile chaque 10 000 km si j'utilise du synthétique.
Les concessionnaires modernes sont en train de pousser des intervalles encore plus longs, certains suggérant 15 000 km. Mais ces nombres ne sont pas calculés en pensant à ce que ton auto arrive à 1 million de kilomètres. Ils sont calculés en pensant à la garantie de 100 000 km et à te faire revenir acheter une auto neuve le plus tôt possible. Les fabricants savent quelque chose qu'ils ne te disent pas ouvertement. Quand tu calcules le coût total de propriété depuis leur perspective de business, il ne leur convient pas que ton auto dure trop. Ils ont besoin que tu viennes chaque 5 ou 7 ans en acheter une autre. Les intervalles longs d'huile assurent que le moteur se dégrade suffisamment vite pour que éventuellement tu nécessites un nouveau ou que tu décides que c'est le moment de changer de véhicule. C'est un design délibéré d'obsolescence programmé déguisé en commodité pour le client. La réalité technique est brutale. L'huile se dégrade avec l'usage, cela est inévitable. Chaque explosion à l'intérieur du cylindre contamine l'huile avec des particules microscopiques de combustion. Chaque révolution du vilebrequin use minusculement les roulements, libérant des particules métalliques. Avec le temps, ton huile se convertit en une soupe chargée de contaminants qui agissent comme du papier de verre liquide circulant par tout le moteur. À 10 000 km, cette huile est déjà épuisée, dégradée, pleine de particules. Techniquement, elle lubrifie toujours. Pour cela, le moteur ne s'arrête pas, mais elle est en train de causer une usure accélérée que tu ne peux pas voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ma règle personnelle depuis il y a presque 20 ans est inébranlable. Chaque 5000 km exacts, changement d'huile et filtre. Peu importe si l'huile se voit encore propre. Peu importe si l'auto se sent bien. Peu importe combien ils me disent que c'est inutile. Chaque 5000 km, comme une horloge. Habitude numéro 18. Utiliser de l'huile synthétique de la plus haute qualité disponible sans importer le coût. Ceci est une autre ère où beaucoup de gens essaient d'économiser de l'argent au mauvais endroit. Durant les premiers 200 000 km de mon auto, j'utilisais de l'huile conventionnelle économique. J'achetais ce qui était en offre, pensant que l'huile est de l'huile. Presque je détruis mon moteur avec cette mentalité. Le point d'inflexion arriva quand un ingénieur automobile ami mien me montra quelque chose qui changea complètement ma perspective. Il me mena à un laboratoire où ils analysent des huiles usagées. Sous le microscope, l'huile économique après 5000 km se voyait comme de l'eau boueuse. La structure moléculaire était complètement rompue. Les additifs avaient disparu. C'était basiquement de l'huile de cuisine sale. Ensuite, il me montra de l'huile synthétique premium de la même quantité d'usage. La différence était étonnante. L'huile synthétique maintenait sa structure moléculaire presque intacte. Les additifs étaient encore présents et actifs. Elle se voyait à peine usée. Pas toutes les huiles sont égales, cela resta brutalement clair. Les additifs sont la clé secrète que personne ne t'explique. Quand tu vois une bouteille d'huile, tu n'es pas en train d'acheter seulement l'huile de base. Tu es en train d'acheter un paquet complet d'additifs chimiques conçus pour protéger ton moteur. Habitude numéro 17. Changer le réfrigérant chaque 2 ans religieusement sans importer comment il se voit. Le réfrigérant est littéralement le sang vital de ton moteur, mais est probablement le fluide le plus ignoré dans tout l'entretien automobile. La majorité des personnes pensent seulement au réfrigérant quand ils voient la lumière de température monter ou quand il y a une fuite visible. Pour alors, le dommage invisible est déjà fait. J'ai fait la même erreur durant des années. J'attendais que des problèmes apparaissent pour seulement penser au réfrigérant. Après tout, le liquide se voyait propre et vert. Le niveau était correct, il n'y avait pas de fuite visible. Tout semblait être bien. Mais ce que je ne savais pas est que le réfrigérant ne s'évapore pas seulement. Il se dégrade chimiquement de forme que tu ne peux pas voir. Le réfrigérant a 2 fonctions critiques. Première, évidemment transférer la chaleur depuis le moteur vers le radiateur. Mais deuxième, et ceci est ce que la majorité ne sait pas, protéger tout le système de refroidissement contre la corrosion. Ces additifs anticorrosifs ont une durée de vie limitée. Après approximativement 2 ans de service, ces additifs s'épuisent. Le réfrigérant littéralement devient acide. Il commence à attaquer chimiquement les surfaces métalliques avec lesquelles il est en contact. Aluminium du moteur, cuivre du radiateur, fer de la pompe à eau. Tout commence à se corroder lentement depuis l'intérieur. J'ai appris cela de la manière difficile. Aux alentours des 300 000 km, mon radiateur commença à montrer des signes de corrosion interne. De petites fuites apparaissaient et disparaissaient.
La pompe à eau commença à faire du bruit. Quand finalement nous avons ouvert le système, le dommage était visible. Des dépôts de corrosion partout. Tout parce que j'avais été en train d'utiliser le même réfrigérant par presque 5 ans en pensant que pendant qu'il se voyait bien, il était bien. Cette erreur presque me coûte le moteur. Depuis ce moment, j'ai pris une décision inébranlable. Je marque sur mon calendrier chaque 2 ans exact la date de changement de réfrigérant. Je mets une alarme sur mon téléphone. Je le traite avec la même sérieuxité que les anniversaires importants. Peu importe si l'auto semble être en train de fonctionner parfaitement. Peu importe si le réfrigérant se voit encore cristallin. Peu importe si le mécanicien me dit que ce n'est pas nécessaire encore. Chaque 24 mois, religieusement, le système complet se draine, se nettoie et se remplit avec du réfrigérant frais de la spécification exacte du fabricant. Habitude numéro 16. Inspecter et nettoyer le filtre à air chaque 10 000 km sans m'en sauter un seul. Le filtre à air est littéralement les poumons de ton moteur, mais est une de ces pièces que les gens oublient complètement jusqu'à ce que l'auto commence à se comporter mal. Durant des années, moi aussi je l'ai ignoré, confiant en ce que l'intervalle de 30 000 km que suggère le manuel était suffisant. J'étais complètement trompé et cela m'a coûté de l'argent en combustible gaspillé. Un filtre à air sale peut augmenter ta consommation de combustible jusqu'à un 20%. Laisse-moi répéter cela parce que c'est critique. 20%. Cela signifie que si normalement tu dépenses $100 au mois en essence, tu pourrais être en train de dépenser 120 simplement parce que ton filtre est obstrué. Multiplié par 12 mois, ce sont $240 annuels jetés à la poubelle. Et cela est seulement le combustible. Le moteur aussi souffre parce qu'il ne peut pas respirer adéquatement. Le mélange air-combustible sort de balance. Les capteurs doivent compenser. Tout le système travaille moins efficientement. Ma routine actuelle est simple mais extrêmement effective. Chaque 10 000 km exacts, je marque un rendez-vous avec moi-même pour réviser le filtre à air. Ce n'est pas seulement une inspection superficielle. Je sors le filtre complètement de sa boîte. Je l'examine sous une bonne lumière comme un détective cherchant une évidence. Je cherche de l'huile, ce qui indiquerait qu'il y a une fuite quelque part du système d'admission. Je cherche une humidité excessive qui pourrait signifier que le drainage de la boîte du filtre est obstrué. Je cherche des déformations ou dommages dans le cadre du filtre qui pourraient permettre qu'entre de l'air sans filtrer. Si le filtre est modérément sale mais encore a une vie utile, je le nettoie. Pas seulement je le secoue et je le remets. J'ai une routine spécifique. D'abord, je le frappe doucement contre une surface dure pour éliminer la poussière superficielle lâche. Ensuite, j'utilise de l'air comprimé. Mais ici est le truc critique que beaucoup de gens font mal. Je souffle l'air depuis le côté propre vers le côté sale, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Ceci pousse la saleté hors des fibres du filtre au lieu de la pousser plus profondément. Jamais je n'utilise d'eau ni aucun liquide nettoyeur à moins que ce soit un filtre spécifiquement conçu pour se laver. Habitude numéro 15. Changer les bougies préventivement selon les spécifications sans attendre qu'elles échouent. Ceci est l'erreur que commet plus du 80% des conducteurs et je m'inclus dans ce groupe durant mes premières années. Ils attendent que les bougies échouent complètement avant de les changer. J'ai appris cette leçon de la manière la plus chère et stressante possible. Étaient les 2 heures du matin. Je revenais d'un voyage de travail par une route presque déserte. De soudain, mon auto commença à trembler violemment. La lumière de check engine commença à clignoter. Le moteur sonnait comme s'il avait le hoquet. Je suis resté en panne au milieu de nulle part attendant une dépanneuse durant 3 heures en plein hiver. Le diagnostic fut simple mais frustrant. Une bougie avait échoué complètement. Les bougies ne te préviennent pas aimablement quand elles vont mourir. Il n'y a pas une lumière d'avertissement spécifique. Il n'y a pas un son graduel qui empire. Un jour, ton auto démarre parfaitement. Au suivant, il semble qu'elle a une maladie terminale. C'est tout ou rien. Ici est le truc que m'a enseigné mon mécanicien de confiance après cet incident. Les bougies ont une vie utile spécifique et prédictible. Les bougies de cuivre conventionnelles durent approximativement 30 000 km. Celles de platine arrivent à 60 000. Celles d'iridium peuvent atteindre 100 000. Ceux-ci ne sont pas des nombres arbitraires, ils sont basés sur des preuves extensives d'usure de l'électrode. N'attends pas de voir des signaux de défaillance.
Les signaux n'apparaissent pas jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Au lieu de cela, marque sur ton calendrier d'entretien le remplacement préventif basé sur le type de bougie que tu as et les conditions de conduite. Habitude numéro 14. Nettoyer le corps d'accélération chaque 40 000 km comme un rendez-vous incontournable. Permets-moi de te raconter sur le jour où mon auto commença à avoir une personnalité propre et pas du type bon. Elle accélérait quand cela lui donnait l'envie. Elle s'étouffait au feu de manière aléatoire. Le ralenti sonnait comme un vieux mixeur essayant de moudre des pierres. Les symptômes apparurent graduellement durant des semaines jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. J'ai mené l'auto à l'atelier craignant une réparation coûteuse de transmission ou système d'injection. Le diagnostic fut surprenamment simple. Corps d'accélération complètement sale. Le corps d'accélération est littéralement la gorge de ton moteur. C'est où l'air entre avant de se mélanger avec le combustible. À l'intérieur, il y a une valve papillon. Un disque de métal qui s'ouvre et se ferme pour contrôler exactement combien d'air entre. Imagine-toi en train d'essayer de respirer à travers une paille que quelqu'un a bouchée partiellement avec du miel collant. Cela est exactement ce qui arrive à ton moteur quand ce composant se salit. Avec le temps, carbone, huile et résidus de combustion s'accumulent sur les bords de cette valve papillon. Se forme une croûte noire et collante qui empêche que la valve ne se ferme complètement. Les capteurs de position se confondent. L'ordinateur du moteur ne sait pas exactement combien d'air est en train d'entrer. Il commence à faire des ajustements compensatoires qui jamais ne sont parfaits. Le résultat est exactement ce que moi j'ai expérimenté. Comportement erratique, consommation augmentée, perte de puissance, ralenti instable. Ici est ce que j'ai découvert sur cet entretien critique. Chaque 40 000 km sans aucune exception, je nettoie le corps d'accélération complètement. Ce n'est pas une procédure compliquée ni nécessite des outils spéciaux. Tu enlèves le conduit d'admission qui connecte au corps d'accélération, cela usuellement sont seulement quelques colliers. Tu achètes un spray nettoyeur spécifique pour corps d'accélération, il coûte aux alentours de 10 ou 12 $. Tu vaporises généreusement toutes les surfaces internes, spécialement autour de la valve papillon. Tu utilises une brosse à dents souple ou un chiffon pour frotter gentiment la saleté adhérée. Tu laisses que cela sèche complètement avant de remonter. Le processus complet prend peut-être 30 minutes, incluant le temps de séchage. Le coût total est moins de 20 $ si tu le fais toi-même. Mais si tu ne le fais pas, ton moteur développera des problèmes d'accélération, ralenti et consommation qui peuvent te coûter des centaines en diagnostic et réparation inutile. Habitude numéro 13. Vérifier la pression des pneumatiques hebdomadairement avec mon propre manomètre digital fiable. Cette histoire a changé complètement ma perspective sur quelque chose de tellement simple comme la pression d'air dans les pneumatiques. Durant des années, je conduisais avec approximativement 3 PSI de moins que le recommandé dans tous mes pneumatiques. Ce n'était pas beaucoup, à peine perceptible. L'auto ne se sentait pas mal. Les pneumatiques ne se voyaient pas dégonfler visuellement. Je pensais que cela n'importait pas beaucoup et que c'était bien ainsi. Le résultat de cette ignorance m'a coûté plus que ce que j'imaginais. J'ai dépensé approximativement 200 $ extra en combustible cette année-là seulement pour cette pression basse. De plus, j'ai dû changer les pneumatiques 15 000 km avant ce qui était attendu parce qu'ils s'étaient usés de manière inégale par les côtés. La pression correcte des pneumatiques n'est pas une suggestion flexible, c'est de la science pure avec des conséquences mesurables. Quand les pneumatiques sont bas, la surface de contact avec l'asphalte augmente. Cela crée plus de résistance au roulement. Ton moteur doit travailler plus dur pour bouger le même poids à la même vitesse. Il consomme plus de combustible pour compenser cette résistance additionnelle. Les pneumatiques aussi s'usent de manière inégale, concentrant l'usure sur les bords au lieu de la distribuer uniformément. Mais ici est la donnée spécifique qui plus m'a impacté quand je l'ai apprise. Par chaque PSI bas de pression, tu perds approximativement 3% d'efficience en combustible. Cela peut ne pas sonner comme beaucoup, mais les nombres s'accumulent rapidement. Si ton auto requiert 32 PSI et tu conduis avec 29, tu es en train de perdre 9% d'efficience. En un an de conduite moyenne, cela se traduit littéralement en centaines de dollars gaspillés qui simplement s'évaporent dans l'air. Mon rituel hebdomadaire actuel est religieux et innégociable. Chaque dimanche matin, avant que les pneumatiques ne se chauffent par la conduite, je sors mon manomètre digital.
Je ne me fie pas à ces machines bruyantes des stations-service qui souvent sont décalibrées ou endommagées. J'ai investi 20 $ dans un manomètre digital de qualité que je garde dans mon coffre. Je vérifie les 4 pneumatiques plus celui de rechange. J'ajuste la pression exactement selon la spécification qui est imprimée sur une étiquette à l'intérieur du cadre de la porte du conducteur. Je n'utilise pas la pression maximale qui est imprimée sur le côté du pneumatique, celle-là est la pression maximale que le pneumatique peut supporter, pas la pression optimale pour ton véhicule spécifique. Habitude numéro 12. Rotationner les pneumatiques chaque 10 000 km religieusement sans me sauter jamais. J'ai découvert ce secret de manière accidentelle et coûteuse. J'ai noté que mes pneumatiques avant étaient en train de s'user approximativement le double plus vite que les arrières. Quand finalement j'ai dû les remplacer, les avants étaient complètement lisses, pendant que les arrières avaient encore plus de la moitié de leur vie utile. Basiquement, j'étais en train de gaspiller 50% de mon investissement en pneumatique par pure ignorance. Mon mécanicien m'expliqua quelque chose qui devrait être évident mais que jamais personne ne m'avait enseigné. Les pneumatiques ne s'usent pas uniformément par nature dû à comment fonctionnent les véhicules. Les pneumatiques avant ont 3 travaux extrêmement demandants. D'abord, ils supportent le poids du moteur qui dans la majorité des autos est monté dans la partie avant. Deuxième, ils gèrent toute la direction, tournant constamment pendant que tu navigues des courbes et changements de fil. Troisième, dans beaucoup d'autos avec traction avant, aussi ils gèrent la plus grande partie du freinage dû au transfert de poids vers l'avant. Les pneumatiques arrière, en comparaison, ont une vie relativement facile. Seulement ils roulent en ligne droite la plus grande partie du temps. Ils ne tournent pas pour diriger. Ils reçoivent moins de poids. En auto de traction avant, même pas ils ne sont en train d'impulser le véhicule. Sans rotation régulière, tu finis dans la situation dans laquelle j'étais. En achetant des pneumatiques neufs quand la moitié de ton investissement original encore a beaucoup de vie utile disponible. C'est comme jeter de l'argent à la poubelle. La rotation de pneumatiques chaque 10 000 km distribue l'usure équitablement entre les 4 roues. C'est comme rotationner les joueurs dans une équipe sportive pour que tous travaillent égal et personne ne s'épuise prématurément. Le patron spécifique de rotation dépend de si tes pneumatiques sont directionnels ou non directionnels et si ton auto est traction avant, arrière ou 4 roues. La règle basique pour la majorité des autos de traction avant avec pneumatique non directionnel est de les croiser. Avant droit va à arrière gauche va à arrière droit, arrière viennent vers l'avant du même côté. Beaucoup d'ateliers font ceci gratuitement si tu achètes les pneumatiques avec eux, ou font payer entre 10 et 20 $ si tu paies pour le service. J'ai appris à le faire moi-même avec un cric hydraulique et des supports. Cela prend peut-être 40 minutes de le faire soigneusement. Depuis que j'ai implémenté cette pratique religieusement chaque 10 000 km, mes pneumatiques durent 40% plus de temps qu'avant. Habitude numéro 11. Utiliser exclusivement du combustible premium avec le moindre contenu d'éthanol disponible. Sais-tu quelle est l'erreur la plus coûteuse que commettent des millions de conducteurs chaque semaine? Chercher la station-service la plus économique du village. Durant mes premières années en conduisant, moi je faisais exactement le même. Si une station vendait l'essence 5 centimes plus bon marché par litre, là j'allais en pensant que j'étais en train d'être intelligent avec mon argent. Grande erreur qui presque m'a coûté des milliers de dollars en réparation. Le combustible bon marché peut économiser quelques dollars aujourd'hui mais te coûtera des milliers à long terme. Le problème principal est l'éthanol, cet additif supposément écologique qui semble inoffensif mais qui en réalité est un assassin silencieux pour ton système de combustible. L'éthanol est de l'alcool, et l'alcool a une propriété chimique problématique. Il est hygroscopique. Cela signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air comme une éponge désespérée. Chaque fois que tu ouvres le bouchon de ton réservoir, entre de l'air humide. L'éthanol dans ton combustible absorbe cette humidité. Avec le temps, tu as de l'eau mélangée avec ton essence. Cette humidité se convertit en corrosion à l'intérieur de ton réservoir de combustible. Les parois internes d'acier commencent à s'oxyder formant des particules de rouille qui flottent dans ton combustible. Ces particules voyagent à travers les lignes de combustible, passent par le filtre et éventuellement arrivent au système d'injection. Mais le dommage ne s'arrête pas là. L'humidité aussi cause des ravages dans les joints de caoutchouc. Les joints gonflent et deviennent mous. Ils perdent leur forme. Ils commencent à goûter.
Les filtres de combustible s'obstruent plus rapidement avec ce mélange d'eau, rouille et résidus. Les injecteurs de combustible se bouchent avec une pâte collante qu'aucun additif ne peut nettoyer complètement une fois qu'elle se forme. C'est comme avoir une infection chronique dans les veines de ton auto. Le point d'inflexion pour moi arriva quand j'ai commencé à avoir des problèmes étranges de démarrage. Le moteur parfois démarrait bien, d'autres fois il hésitait. Certains jours le ralenti était rude sans raison apparente. J'ai mené l'auto à 3 ateliers différents et personne ne pouvait trouver le problème spécifique. Finalement, un vieux mécanicien avec des décennies d'expérience me fit une question simple. Où étais-je en train d'acheter mon essence? Quand je lui ai dit que toujours j'allais à la station la plus bon marché, il nia de la tête. Il m'expliqua que ces stations fréquemment ont les réservoirs les plus vieux et le combustible avec plus de contenu d'éthanol, parfois jusqu'à 15%. J'ai fait un changement radical. J'ai commencé à remplir exclusivement dans des stations de marques reconnues qui annoncent du combustible top tier. J'ai cherché spécifiquement des stations qui vendaient de l'essence avec maximum 5% d'éthanol, ou même sans éthanol quand c'était disponible. Oui, cela coûte approximativement 20 centimes plus par litre. Dans un réservoir de 50 litres, ce sont $10 additionnels. Mais les résultats furent immédiats et dramatiques. Habitude numéro 10. Conduire en anticipant le trafic pour éviter les freinages et accélérations brusques constamment. La différence fondamentale entre une auto qui dure 100 000 km et une qui arrive au million n'est pas dans la marque ni dans le modèle. Elle est dans comment tu presses l'accélérateur et le frein chaque jour. J'ai observé quelque chose de fascinant quand j'ai commencé à prêter attention aux chauffeurs de taxi vétérans. Ceux qui conduisent 200 000 km à l'an et maintiennent le même véhicule fonctionnant durant des années. Jamais, absolument jamais, ils n'accélèrent comme des pilotes de Formule 1. Leur secret n'est pas la vitesse, c'est la douceur absolue. Chaque accélération brusque est littéralement un micro-tremblement de terre pour ton moteur. Les pistons frappent plus fort contre les parois des cylindres. L'huile s'amincit temporairement par la chaleur extrême générée. La transmission subit un stress inutile en changeant sous charge lourde. Les supports du moteur fléchissent violemment. C'est comme demander à un marathonien qu'il court comme un sprinter durant 40 km de suite. Simplement, cela ne fonctionne pas et cause des lésions. Ma technique personnelle s'est convertie en seconde nature après des années de pratique consciente. J'imagine constamment que j'ai un verre d'eau plein jusqu'au bord se balançant sur le tableau. Chaque mouvement que je fais, chaque touche de l'accélérateur, chaque application du frein, chaque changement de fil, doit être tellement doux que ni une seule goutte ne se répande de ce verre imaginaire. Quand je vois que le feu devant est au rouge, je lève le pied de l'accélérateur immédiatement et je laisse que l'auto roule. Je ne maintiens pas la vitesse jusqu'à la dernière seconde et ensuite je freine dur. J'anticipe. Quand je nécessite de changer de fil, je ne le fais pas brusquement. Je planifie avec anticipation, je signale avec du temps et je me déplace graduellement. Quand j'accélère depuis un arrêt, je presse la pédale doucement et de manière progressive. Il n'y a pas de coup de pied dramatique. Tout est fluide, continu, presque méditatif. Les résultats sont absolument étonnants. Habitude numéro 9. Changer le liquide de frein chaque 2 ans sans importer comment il se voit ou comment se sent la pédale. Ceci est l'erreur qui littéralement presque me coûte la vie sur une route de montagne et que jamais je ne répéterai. Le liquide de frein se voit exactement égal après 5 ans que quand il était neuf. Transparent, propre, apparemment parfait. Mais cette apparence est complètement trompeuse et dangereuse. Le liquide de frein a une propriété chimique critique que la majorité des personnes ignorent. Il est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air constamment. À travers les tuyaux de caoutchouc microscopiquement poreux, à travers le réservoir qui n'est pas parfaitement scellé, l'humidité trouve son chemin vers le liquide. Avec le temps, ce liquide qui devrait être 100% chimique pur se contamine avec de l'eau. L'eau et les freins sont une combinaison dangereuse pour une raison spécifique de physique. L'eau bout à 100 degrés centigrades. Le liquide de frein de qualité bout à plus de 200 degrés. Quand tu freines fort répétitivement, spécialement en descendant une montagne longue, les freins génèrent une chaleur massive. Si ton liquide a un contenu d'eau, cette eau bout et se convertit en vapeur. La vapeur est compressible. Le liquide ne l'est pas. Quand tu presses la pédale de frein et il y a de la vapeur dans les lignes,
la pédale littéralement s'enfonce vers le plancher pendant que la vapeur se comprime. Tes freins échouent juste quand plus tu en as besoin. C'est absolument terrifiant de sentir comment ton pied touche le plancher pendant que ton auto continue d'accélérer côte en bas sans contrôle. À moi, cela m'est arrivé. J'allais en descendant une montagne après un voyage long. J'avais été en train d'utiliser les freins constamment pour contrôler la vitesse. De soudain, la pédale se sentit spongieuse. Ensuite, elle s'enfonça plus que l'ordinaire. Mon cœur presque s'arrête quand je me suis rendu compte de ce qui était en train de se passer. J'ai dû utiliser le frein à main et changer à des marches basses pour finalement arrêter l'auto. Fut une expérience traumatisante que jamais je ne veux répéter. Mais l'humidité dans le liquide de frein cause un autre problème moins dramatique mais également coûteux. L'eau oxyde le système internement. Les cylindres maîtres se corrodent. Les calipers développent de la rouille interne. Habitude numéro 8. Inspecter méticuleusement le système d'échappement chaque année cherchant n'importe quelle fuite ou signe de corrosion. Le système d'échappement est probablement le composant plus oublié et sous-estimé dans toute l'auto. Personne ne pense à lui jusqu'à ce que l'auto sonne comme un tracteur détruit rugissant par la rue. Mais une fuite silencieuse et invisible peut être en train de tuer ton moteur lentement sans que tu aies la moindre idée de ce qui est en train de se passer. J'ai appris cela de la manière la plus difficile et coûteuse. Mon auto commença à consommer de l'huile mystérieusement. Il n'y avait pas de fuite visible sur le sol. Il n'y avait pas de fumée bleue de l'échappement. Mais le niveau d'huile baissait consistamment entre les changements. J'ai mené l'auto à 2 ateliers différents. Les deux me dirent que je nécessitais des anneaux de piston neufs, un travail de plus de $2000. Presque je l'ai fait. Mais quelque chose m'a fait chercher une 3e opinion. J'ai trouvé un mécanicien vétéran avec plus de 40 ans d'expérience. Il passa 2 heures inspectant méticuleusement chaque système. Finalement, il trouva quelque chose que les autres avaient repassé par eau complètement. Une micro-fuite dans le collecteur d'échappement là où il se connecte à la culasse. Était tellement petite qu'elle ne faisait aucun bruit audible. Il n'y avait pas de suie visible. Mais elle était là. Cette petite fuite était en train de créer un problème de contre-pression. Les gaz d'échappement ne pouvaient pas sortir librement. Partie de ces gaz étaient en train d'être forcés vers l'arrière, trouvant leur chemin vers le carter à travers les anneaux de piston. Ces gaz contaminaient l'huile, causant qu'elle se dégrade plus vite et créant une pression interne qui forçait l'huile vers le haut en la consommant. La réparation fut ridiculement simple. $50 d'un nouveau joint et 30 minutes de travail. La consommation d'huile disparut complètement. J'ai économisé plus de $1800 dans une reconstruction inutile du moteur. Habitude numéro 7. Changer l'huile de la transmission chaque 50 000 km religieusement. L'huile de transmission est littéralement le sang vital de l'un des composants les plus coûteux à réparer dans n'importe quel véhicule. Une transmission reconstruite ou remplacée peut facilement coûter entre $4 000 et $7 000 dépendant du modèle. Mais la majorité des conducteurs ignorent par complet ce fluide critique jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Moi, j'ai commis cette erreur avec ma première auto et j'ai payé le prix complet. Durant des années, jamais je n'ai pensé à l'huile de la transmission. L'auto changeait bien les vitesses. Il n'y avait pas de bruits étranges. Tout semblait être en train de fonctionner parfaitement. Ensuite, aux alentours des 180 000 km, j'ai commencé à noter des changements durs occasionnels. De petits tiraillements en changeant de seconde à 3e. Rien de dramatique, seulement légèrement perceptible. Je l'ai ignoré en pensant que c'était normal pour une auto avec ce kilométrage. Erreur massive. 6 mois après, la transmission échoua complètement. Quand ils l'ont ouverte, le dommage était évident. L'huile était noire comme du goudron et sentait le brûler. Elle était pleine de particules métalliques microscopiques. Des limailles, des engrenages et embrayages qui s'étaient été en train d'user. Cette huile contaminée avait agi comme du papier de verre liquide circulant par tous les composants délicats. La réparation me coûta $4 500, un coût financier dévastateur qui m'enseigna une leçon chère. La transmission est une boîte pleine d'engrenages tournant à des milliers de révolutions par minute et des embrayages glissant sous pression massive. Avec chaque opération normale, se libèrent des particules microscopiques. Après 50 000 km, cette huile est épuisée. Elle a perdu ses propriétés lubrifiantes. Elle est contaminée avec du métal.
elle s'est devenue plus mince par la chaleur constante. Elle est pleine d'acide de décomposition. Techniquement, elle permet encore que la transmission fonctionne, mais elle est en train de causer une usure accélérée invisible. Ma règle actuelle est mathématiquement simple et facile de se rappeler. Chaque 3 changements d'huile du moteur, j'en fais un de transmission. Habitude numéro 6, laver le moteur avec de la vapeur professionnellement chaque 6 mois sans faute. Cette habitude sonne étrange la première fois que tu l'écoutes, mais elle a révolutionné complètement l'entretien de mon auto. Laver le moteur régulièrement. Pas l'extérieur de l'auto, le moteur même. Durant des années, j'ai pensé qu'il était suffisant de maintenir propre seulement ce qui se voyait depuis dehors. Mais j'étais complètement trompé et je ne comprenais pas les conséquences thermiques. Un moteur sale accumule des couches de graisse, poussière, huile répandue et résidus de combustion. Cette saleté n'est pas seulement inesthétique, elle agit comme une couverture thermique isolante qui empêche la dissipation correcte de la chaleur. Ton moteur est conçu pour dissiper la chaleur à travers ses surfaces externes. Quand ces surfaces sont couvertes de crasse, la chaleur reste emprisonnée dedans. Le résultat est un surchauffement chronique de bas niveau qui accélère l'usure de tous les composants internes. De plus, l'efficience du combustible se réduit parce que le moteur doit travailler plus dur quand il est plus chaud que l'idéal. C'est comme si ton moteur était en train de courir un marathon en utilisant un manteau d'hiver en plein été. La température interne monte. Les composants se dilatent plus qu'ils ne devraient. Les tolérances s'affectent. L'huile s'amincit plus que l'ordinaire. Tout fonctionne sous un stress thermique additionnel complètement inutile. Chaque 6 mois, je mène mon auto à un service spécialisé où ils utilisent de la vapeur de haute température pour nettoyer le moteur. La vapeur est la clé parce qu'elle pénètre la graisse sans nécessité de jets d'eau à haute pression qui peuvent endommager des composants électriques. La vapeur dissout effectivement toute la saleté accumulée pendant qu'elle est suffisamment douce avec les capteurs, connecteurs et modules électroniques. Le technicien couvre soigneusement les composants électriques sensibles avec des sacs plastiques avant de commencer. Ensuite, il applique la vapeur méthodiquement sur toutes les surfaces du moteur, laissant que la chaleur et l'humidité fassent le travail de dissoudre la graisse. Finalement, il utilise des chiffons pour nettoyer les résidus lâches. Le moteur reste brillant comme neuf. Si tu décides de le faire à la maison, tu peux utiliser de l'eau à pression très douce, mais tu dois être extrêmement prudent. Protège toujours l'alternateur, la boîte de fusible, les connecteurs du système d'injection, le module d'allumage. Utilise un dégraissant spécifique pour moteur. Jamais n'utilise de détergent de cuisine qui peut laisser des résidus. Vaporise le dégraissant, laisse qu'il agisse quelques minutes, ensuite rince doucement avec de l'eau à basse pression. La différence est notable immédiatement après le premier nettoyage. Habitude numéro 5. Remplacer préventivement tous les tuyaux de réfrigérant chaque 5 ans. Les tuyaux de caoutchouc qui transportent du réfrigérant entre le moteur, le radiateur, le thermostat et le noyau du chauffage sont constamment exposés à des conditions extrêmes. Chaleur intense du moteur, pression du système de refroidissement, vibrations constantes, chimiques agressifs dans le réfrigérant. Avec les années, ce caoutchouc se détériore inévitablement. Les tuyaux qui étaient flexibles quand ils étaient neufs se deviennent rigides comme des tubes de plastique. De petites fissures commencent à apparaître sur la surface externe. Dans certains cas, le tuyau gonfle comme un ballon en ses points les plus faibles. Toutes celles-ci sont des signaux d'avertissement de ce que la défaillance est imminente, mais la majorité des personnes les ignorent complètement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une fuite petite de réfrigérant peut ne pas sembler critique au début. Tu perds un peu de liquide, tu le remplis occasionnellement et tu continues en conduisant. Mais le problème réel est que même une fuite petite introduit de l'air au système de refroidissement. Cet air forme des bulles qui interfèrent avec la circulation correcte du réfrigérant. Le réfrigérant nécessite de couler continuellement dans un circuit fermé. Les bulles d'air créent des points où le réfrigérant ne peut pas arriver. Ces airs du moteur commencent à surchauffer localement. Avec le temps, cela peut causer une déformation de la culasse, une défaillance du joint de culasse ou un dommage au piston. Des réparations qui facilement coûtent $3 000 ou plus. Habitude numéro 4. Maintenir le réservoir de combustible toujours au-dessus d'un quart de plein sans exception. Combien de fois as-tu vu quelqu'un conduisant avec l'aiguille du combustible collée au E, presque en réserve, pensant qu'ils sont en train de maximiser l'usage de chaque goutte?
C'est une des erreurs les plus coûteuses que tu puisses commettre et qui raccourcira dramatiquement la vie de ta pompe à combustible. La pompe à combustible est submergée à l'intérieur du réservoir pour une raison spécifique d'ingénierie. Elle se refroidit avec l'essence qui l'entoure. Quand le niveau du réservoir est bas, la pompe est partiellement exposée à l'air. Au lieu d'être entourée de combustible frais qui la maintient froide, elle est en train de travailler dans de l'air chaud. Les pompes à combustible génèrent de la chaleur durant une opération normale. Cette chaleur nécessite de se dissiper. Quand la pompe n'a pas suffisamment de combustible autour pour la refroidir, la température interne monte dramatiquement. Les composants électriques surchauffent. Les roulements s'usent plus vite. Le moteur de la pompe travaille plus dur que conçu. Éventuellement, il brûle prématurément. Mais il y a un autre problème tout aussi sérieux. Au fond de chaque réservoir de combustible, il y a des sédiments. Des particules de rouille si le réservoir est d'acier. Résidus de combustion. Contaminants qui ont arrivé avec le combustible tout au long des années. Tout cela se dépose au fond. Quand tu conduis avec le réservoir presque vide, la pompe est littéralement en train de suctionner de ce fond où sont tous les sédiments concentrés. Ces sédiments passent par le filtre à combustible, raccourcissant sa vie utile. Ceux qui passent le filtre vont directement aux injecteurs, les bouchant graduellement. C'est comme boire du fond d'une bouteille d'eau qui a été assise durant des mois. Toute la crasse est concentrée là. J'ai vu des pompes à combustible qui ont échoué avec à peine 80 ou 90 000 km parce que leurs propriétaires avaient l'habitude de conduire constamment en réserve. Une pompe à combustible neuve coûte entre 400 et 600 $ seulement pour la pièce. La main-d'œuvre peut ajouter d'autres 200 ou 300 parce que dans beaucoup de véhicules modernes, tu dois descendre le réservoir complet pour accéder à la pompe. De plus, il y a le dérangement et le danger de rester en panne. Ma règle personnelle est absolument simple et inébranlable. Jamais, sous aucune circonstance, je ne laisse que le niveau de combustible baisse plus loin d'un quart de réservoir. Habitude numéro 3. Changer le filtre à combustible externe chaque 30 000 km sans le sauter. Cette habitude s'applique principalement à des véhicules plus vieux ou certains modèles qui encore ont des filtres à combustible externes accessibles. Beaucoup de véhicules modernes ont le filtre intégré avec la pompe à l'intérieur du réservoir, le rendant presque impossible de changer régulièrement. Mais si ton véhicule a un filtre externe monté dans quelques lieux du châssis, généralement proche du réservoir ou en dessous de l'auto, le maintenir frais est critique pour la santé de ton système de combustible. Le travail du filtre est d'attraper des contaminants avant qu'ils n'arrivent aux injecteurs. Particules de rouille du réservoir. Sédiments. Eau condensée. N'importe quelle impureté dans le combustible. Avec des dizaines de milliers de kilomètres, ce filtre se remplit graduellement. Quand il est obstrué, il restreint le volume de combustible qui peut passer. Ici est la partie trompeuse qui fait que beaucoup de gens ignorent le problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au ralenti et en conduite douce, le moteur à peine nécessite du combustible, ainsi il fonctionne parfaitement normal même avec un filtre partiellement obstrué. Tout semble être bien. Mais quand tu presses l'accélérateur à fond pour dépasser sur l'autoroute ou monter une colline prononcée, de soudain le moteur nécessite tout le volume de combustible qu'il peut obtenir. Le filtre obstrué ne peut pas fournir suffisamment. Le moteur reste sans haleine. Il perd de la puissance dramatiquement. Dans certains cas, même il bégaye ou échoue momentanément. Ceci crée ce qui s'appelle une condition pauvre ou lean, où il y a plus d'air que de combustible dans les cylindres. Les mélanges pauvres sont dangereux parce qu'ils brûlent beaucoup plus chaud que les mélanges corrects. Ces températures excessives peuvent littéralement faire fondre des trous dans les pistons ou brûler les valves avec suffisamment d'exposition. Mais même avant de causer ce dommage extrême, le filtre obstrué est en train de tuer ta pompe à combustible. La pompe est conçue pour pousser du combustible à travers un système avec résistance normale. Quand elle trouve un filtre bouché, elle doit travailler le double ou le triple plus dur pour maintenir la pression requise. Habitude numéro 2. Réviser et ajuster l'alignement et l'équilibrage chaque 20 000 km sans faute. Beaucoup de conducteurs voient l'alignement comme un luxe esthétique ou quelque chose qui seulement se fait quand l'auto choque contre une bordure. Mais en réalité, c'est une des investissements les plus intelligents pour la longévité de tout le châssis. Un alignement incorrect signifie que tes pneumatiques ne sont pas en train de rouler parallèles entre eux ni perpendiculaires à l'asphalte.
Basiquement, tu es en train de traîner le caoutchouc contre le pavement au lieu de permettre qu'il roule librement. Ceci génère une usure inégale qui peut détruire un jeu de pneumatiques coûteux en à peine la moitié de sa vie utile attendue. Mais le dommage va beaucoup plus loin que le caoutchouc. Quand l'alignement est hors des spécifications de fabrique, le moteur doit travailler plus dur pour vaincre la résistance additionnelle et maintenir le véhicule en ligne droite, ce qui augmente la consommation de combustible de forme silencieuse. De plus, si tu sens une vibration dans le volant, tu as un problème de déséquilibre. Cette vibration n'est pas seulement gênante, c'est une série de micro-impacts qui se transmettent directement au bac de la suspension, les terminaux de direction et les roulements des roues. C'est comme si tu étais en train de frapper chaque composant avec un marteau petit des milliers de fois par minute. Un investissement de $50 chaque 20 000 km t'économisera des centaines de dollars en remplacement prématuré de pièces de suspension et pneumatiques. Mon auto se sent tellement stable et douce à des vitesses d'autoroute comme si elle était neuve, simplement parce que jamais je ne permets que les vibrations ou les tiraillements fatiguent les métaux de ma direction. Habitude numéro 1. Écoutez le moteur quotidiennement pour détecter des changements auditifs de manière immédiate. Après avoir conduit le même véhicule durant presque 1 million de kilomètres, mon oreille s'est convertie en l'outil de diagnostic le plus puissant de mon arsenal, même par-dessus n'importe quel scanner électronique. Ma routine est inébranlable. Chaque matin, avant de sortir, je dédie 30 secondes exactes à écouter attentivement le moteur pendant qu'il est au ralenti. Un moteur sain a un son constant, une symphonie parfaitement accordée d'explosions contrôlées et de pièces métalliques se mouvant en harmonie. Avec le temps, tu développes l'habileté de noter quand un instrument de cet orchestre désaccorde. J'ai réussi à détecter une pompe à eau échouant des semaines avant qu'elle ne goûte simplement par un sifflement presque imperceptible qui avant n'était pas là. J'ai identifié des roulements de l'alternateur usés par un grincement subtil et des problèmes de synchronisation par un changement minimum dans le rythme du moteur. Cette habileté, qui se développe graduellement avec la pratique quotidienne, m'a économisé plus d'argent que n'importe quelle autre pratique d'entretien. En détectant un problème quand il est à peine un murmure, tu évites qu'il ne se convertisse en un cri assourdissant qui termine en une rupture catastrophique au milieu de la route. N'ignore pas les sons nouveaux. Ton auto toujours te préviendra que quelque chose va mal avant de se rendre par complet. Seulement tu dois apprendre à écouter.